Les films parlent de la réalité qu'on voit comme auteur de film, et ça parle aussi d'une réalité qu'on a soi-même. Une partie de cette réalité, c'est que ça représente à chaque fois une grande tranche de vie. 1 an, 2 ans, 3 ans. Le dernier film, Le Cauchemar de Darwin, ça a pris 4 ans de ma vie. Ça fait 10%, hein, j'ai presque 40 ans. 10% de ma vie, j'ai pris pour faire ce film-là. Loin d'ici, sur un poisson bizarre. Les gens me demandaient qu'est-ce que tu fais tout ce temps. Essaie de ne pas devenir fou parce que j'étais quand même assez rentré dans un délire, hein, parce que c'était une histoire, une réalité qui était aussi la mienne. Donc ça parle de la globalisation, ça parle des pilotes loin ex-soviétiques en Afrique, et ça parle d'une espèce de poisson, et aussi ça parle de ma vie, comment je vois cette réalité. Je suis vraiment très très fasciné par les gens que je choisis. C'est des gens très très bien. C'est issu d'un casting, parce qu'il y a beaucoup de, soi-disant, gardiens de nuit en Tanzanie. Donc j'ai choisi un qui était mon personnage, comme si on choisissait un acteur, alors c'était une vraie personne. Et avec cette personne-là, j'ai passé une partie de ma vie. Et cette fascination, comment il est, à quel point il est effrayant et doux en même temps, et il dit des trucs hallucinants. Donc tout ça, ça fait partie de ma fascination, et j'exprime ça dans le documentaire. Ça fait 4 ans que j'ai fait des allers-retours. Ça fait 4 ans qu'il faisait partie complètement de ma vie. Tu le voyais à chaque fois? À chaque fois. Mais pas seulement pour filmer. Je le voyais, on allait acheter des matelas ensemble, on rigolait ensemble, on buvait de la bière ensemble. C'était un pote. Il est aussi devenu notre traducteur. Et oui, il est aussi personnage du film. On était en prison ensemble. C'est ce qu'on ne voit pas dans n'importe quel film que j'ai fait. On ne voit pas forcément mon histoire derrière. On voit mon histoire intérieure, parce que ça se transcende, mais on ne voit pas les anecdotes derrière. Les anecdotes derrière, c'est que c'est parfois très rigolo aussi. Hein. On ne peut pas pleurer pendant 3 ans. On passe des choses vraiment très fortes dans la vie. On était aussi dans cette ville à Mwanza, on a aussi dansé, on a bu de la bière, on a rigolé. Et on était aussi mis en prison par les autorités. Donc on était en prison. Et tout ça, on ne voit pas dans le film, mais ça fait partie de la réalité. Pour monter dans les avions, par exemple, de transport, on n'a pas le droit de monter comme passager. On n'a pas le droit. Depuis le 11 septembre 2001, on n'a pas le droit, c'est interdit. Alors qu'il fallait trouver quand même une manière de monter, parce que ça faisait partie du film. Donc on s'est déguisé en pilote, costume de pilote, et on a falsifié des papiers d'identité. On montait comme aviateur dans l'avion. Et justement, maintenant c'est un peu rigolo, mais à l'époque c'était pas tout à fait drôle, parce qu'on avait très peur, et on avait peur de se faire prendre par les policiers. Voilà, c'était un peu c'était pas très très légal tout ça, ce qu'on a fait. Souvent on planifie un film longtemps, on écrit un script et tout ça. Cette fois-là, le film Loin du Rwanda, c'est arrivé comme une espèce de tempête dans ma vie, et j'étais témoin de quelque chose effrayant. C'était une guerre civile que je voulais pas voir, parce que je suis allé au Congo sans savoir que la guerre civile va arriver. J'étais avant ça et j'étais là, et du coup la révolution du Congo se déclenche autour de moi, et je suis en plein milieu. Alors on a toujours 2 possibilités, comme être humain ou comme cinéaste. On peut aller vers les choses, et on peut se sauver. Aussi dans la rue, s'il y a quelqu'un qui vient une fille qui vient de se faire violer, il y a des gens qui s'en vont et d'autres qui vont vers. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe, ou d'intervenir. Et comme cinéaste, on a plutôt intérêt d'aller vers les choses, de regarder de près toutes les facettes de la vie. Donc il faut tout pour faire un monde, mais il faut aussi tout pour faire un film, je pense. Il faut tout investissement. Et dans ce film-là, Kisangani Diary, donc Loin du Rwanda,
j'ai vu quelque chose que je n'étais pas prêt à voir, honnêtement. Et cette angoisse de voir ça, d'être témoin de quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, c'est un génocide, je voulais transmettre en image et en film. Et c'est devenu un film qui angoisse tout le monde. On ne peut pas le voir sans être complètement effrayé. On ne peut pas voir ce film sans se révolter. Parce que moi aussi j'étais révolté à le voir. Et je transmets ça. Hein. Donc du coup il y a aussi des gens qui se révoltent contre l'auteur de ça. Hein. Au Moyen-Âge, le roi a fait couper la tête du messager qui est venu avec un mauvais message. Donc tuer le messager pour le message, ça existe toujours. Donc je me suis fait aussi très fort attaquer à cause de ce film, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à voir ça, il y a des gens qui ne sont pas prêts à voir une situation de guerre sans avoir de l'explication, alors que moi je ne voulais pas expliquer justement pour donner cette sensation d'angoisse au spectateur. Moi je propose des images qui ne sont pas forcément cohérentes, mais pour quelqu'un qui suit, qui réfléchit, ça devient très cohérent. Et ça devient parfois un cauchemar, sans qu'on voie quelque chose de terrible. Le cauchemar de Darwin, c'est dans le cerveau du spectateur. Oui. Effectivement, il y a des scènes un peu difficiles à voir, les têtes de poisson avec les vers, mais c'est pas le film, ça. C'est une scène. Mais le cauchemar dans le cerveau du spectateur, c'est aussi quand le mec dirigeant de l'usine met le poisson à chanter, et le poisson chante « Don't worry, be happy ». C'est cauchemardesque, parce que nous, on vient d'être témoins dans le film d'une autre réalité qu'il ne faut pas happy, qui ne fait pas très happy, tu vois. Ce mot-là, il ne tombe jamais dans mon film. Non. Darwin non plus, d'ailleurs. Non. Le mot injustice non plus. Non. Ouais. Et pourtant, tous les débats autour de ce film, c'est sur la mondialisation, parce que ça devient ça. Et qu'est-ce qu'il raconte, ce film? Ça raconte des histoires relationnelles, hein, comme une histoire d'amour au Montmartre entre deux personnes. Cette histoire-là, ça raconte une histoire relationnelle, on peut dire, de 6 milliards de personnes. C'est ça la mondialisation. 6 milliards, la relation entre 6 milliards de nous. Et bon, j'en ai choisi 6 ou 10. Et dans ce qui représente le pilote chef, ce qui fait le plus mal, c'est qu'on se reconnaît soi-même dedans. Parce que nous aussi, nous sommes partie du système. Nous aussi, on prend des jumbo jets pour aller à l'autre bout du monde. Et on consomme, et chaque consommation entraîne une queue de merde, en gros, tu vois. C'est ça que... Ce qui est important pour moi à la lecture de ce film, c'est que il faut être très 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 limité intellectuellement pour se dire que c'est un film sur un poisson en Afrique. En tout cas, c'est le véhicule pour ce film. Mais j'aurais pu prendre n'importe quel produit dans ça, tac, et je suis l'histoire d'où ça vient. Il y a un morceau là-dedans qui vient d'une mine du Congo. Et au Congo, il y a des enfants qui protègent cette mine, qui se font exploser la tête pour protéger cette mine, parce qu'il faut produire ce Macintosh. Ce ne sera pas un poisson, ce sera un Macintosh. Ça pourrait être une montre, une chemise, comme ça. Et c'est ça qui est le plus effrayant, et c'est ça qui fait le vrai et le total cauchemar, en fait. C'est la reconnaissance de ça. C'est que chacun qui est attentif et intelligent sort de ce film en se disant merde quoi, je viens d'ouvrir le couvercle de notre poubelle collective, de notre monde. Et quand on ouvre ça pue à mort, quoi. C'est terrifiant. Et c'est aussi très difficile à réaliser, parce que pour réaliser un film comme ça, il faut ouvrir le couvercle de la poubelle et il faut sauter dedans, en fait.
Il faut nager dans cette poubelle. On voit dans un film quelque chose qu'on n'accepte presque pas de voir, c'est un enfant qui meurt. Et on dit comment tu peux laisser mourir cet enfant devant la caméra. Alors que dans la vraie vie, cet enfant, c'était un parmi des milliers. C'est un enfant que j'ai pris en gros plan, alors qu'il y avait des milliers d'enfants mourants. Il faut se dire ça, parce qu'il y a vraiment un très grand décalage entre la réalité assis dans un fauteuil de cinéma en France, à voir ça, et la réalité d'un cinéaste sur place. Et il faut dire aussi que ce qui est bizarre, c'est que en anglais, on dit, les Américains disent cinema is bigger than life, plus grand que la vie. Et c'est aussi vrai dans le documentaire parfois. C'est-à-dire que le moment précis de cet enfant-là, moi j'ai vécu comme un moment parmi d'autres, dans un contexte de guerre. Donc tous les jours j'étais dans cette guerre. Et tous les jours, je voyais des centaines de cadavres partout, et tous les jours, je voyais des gens mourants. Alors, une fois, j'ai pris la caméra et j'ai pris cette image de cet enfant-là. Parce que c'était pris par un mec humanitaire qui a dit voilà, l'enfant, regarde. Dans le cinéma, on voit que cet enfant-là. Et on n'en peut plus, parce que c'est en gros plan, et ça ne s'arrête pas, ça dure 1 minute ou 2. Mais 1 minute ou 2 dans le cinéma, c'est une éternité. Et dans la vraie vie, c'est rien, c'est 2 minutes. Parmi 2 mois dans le Congo. On connaît aussi les appareils qui filment ou qui prennent des photos comme appareils de pouvoir. Je te prends en image, je vole ton image, et en anglais on dit take a picture, prendre une image. Mais on peut aussi donner une image. Et le donner une image, parfois c'est juste une réflexion, c'est juste un regard, ou alors l'image aussi physiquement, ça c'est autre chose, mais aussi donner une image, ça veut dire aussi être présent comme signal. Et la caméra, parfois, ça aide. Même si c'est tout petit, ça fait la connexion. Ce que j'essaie de faire avec ce type de film, et Loin de Rwanda et Le cauchemar de Darwin, c'est ne pas expliquer que l'Afrique meurt, qu'il y a des prostituées, qu'il y a le sida, qu'il y a des guerres, qu'il y a des famines et tout ça. On le sait très bien tout ça. Même les gens de 15 ans, ils savent que l'Afrique meurt du sida et tout ça. Mais entre savoir et lire une statistique, 30 millions de morts du sida, et voir un seul mec, ou une seule femme qui meurt du sida, c'est une énorme différence. Et la différence est essentielle, c'est la différence entre savoir et comprendre. Quand je fais un documentaire sur une piste d'atterrissage en Afrique, qu'est-ce que je montre? Donc la question comme cinéaste, qu'est-ce que je montre de ça? Alors, ma première question est comment je ressens ce lieu? Comment je le ressens moi? Donc je me dis, bon, je ressens ça comme un endroit perdu, bizarre, où il y a des gens qui sont étranges, énigmatique, il y a des choses qui se passent, on ne sait pas trop quoi, et tous ces éléments, donc toute cette passion que je développe moi pour ce lieu, je veux mettre en scène après. Donc c'est une mise en scène. Après, j'ai trouvé, pour commencer ce film, le contrôleur avec ses guêpes qui n'a rien d'autre à faire que sauter sur les guêpes alors qu'il y a un avion qui atterrit. En termes d'information, ce n'est rien. On peut me dire, mais tu montres un film sur le commerce d'armes, alors tu filmes des guêpes en gros plan, ça va pas normalement. Si on voit un film où tout est dit, même un film américain avec des explosions, on est passif, on est là comme une plante, on peut rien dire, on peut pas réfléchir parce que tout est dit, tout est présenté, et on se sent abattu par chaque explosion, par chaque visage qui dit quelque chose. On est abattu, on est disqualifié de spectateur passif, alors qu'un film intelligent nous rend intelligents. Ça ne veut pas dire qu'il sait des choses. Un film intelligent, ça pose des bonnes questions. Tout ce qu'on voit dans
dans ce film, dans mes films en tout cas, et dans plein d'autres films, c'est si on voit quelqu'un de proche, de gros plan, on voit un regard. Mais on voit quoi? On voit le regard qui miroite mon regard. Alors comment je regarde cette personne? Si c'est avec le moindre de mépris, le moindre de distance, on le voit ça. On voit, parce que le gros plan au cinéma, ça ment pas. Et si cette personne a un peu peur de moi comme blanc avec ma caméra, ça se voit. Et c'est effrayant, c'est horrible d'avoir. Alors il faut établir à tout prix une vraie connexion humaine. C'est pour ça normalement je passe beaucoup de temps avec tous les personnages, avec tous les gens, avant de mettre en route la caméra. Et je me livre vraiment comme personne autant que je peux. C'est peut-être, ça devient maintenant rétrospectivement une recette, mais c'est une méthode aussi. Oui. C'est que je passe beaucoup de temps et je raconte à n'importe quel enfant de la rue ou cette femme-là, je raconte pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je crains, de quoi j'ai peur, comment je te vois. Et à un moment donné, cette personne-là, elle a aussi envie de se livrer, de me regarder, se donner. Et si elle ne peut plus parler, c'est un regard. Et c'est le regard qui est un cadeau, parce que c'est le regard qui fait le lien entre moi, spectateur aussi dans la salle, et cette personne. Et notre grand ami Jean Rouch, que j'ai connu très peu, il a pu voir ce film Kisangani Diary, Loin de Rwanda. Oui. Il était dans la première, dans la salle, au cinéma du réel, et il m'a fait aussi un cadeau, parce qu'il a dit une phrase en public. Il a dit, après la projection, il a dit on vient d'être témoin d'une nouvelle forme de cinéma. Et ça s'appelle le cinéma du lien. C'est très juste. Et moi, je ne savais pas trop quoi faire avec, parce que moi, je n'avais pas encore cette réflexion. Moi, je l'ai fait parce que je fais ce que je fais, quoi. Oui. Mais je n'avais pas pensé que c'était une nouvelle forme de regard. Mais peut-être, il a dit ça, j'étais très content. Oui. Et grâce à ça, il y a plein de gens qui m'ont félicité pour le film, parce que Jean Rouch avait dit que c'était une nouvelle forme de film. Je ne sais pas, mais il faut dire aussi que c'est tout ce que je sais faire aussi. Hein. C'est comme ça que je vois les choses. Mais je sais qu'il me faut ça pour moi, comme être humain, et pour le film aussi. Il me faut créer ce lien. Et parfois, c'est très, très, très douloureux, parce qu'on reçoit toute cette vie, en fait. Toute cette vie. Le dernier plan de Kisangani Diary, c'est cet enfant qui est une fille maigre comme tout, avec les grands yeux comme ça, qui attendait la livraison de lait, qui était contente comme tout, mais qui était dans un contexte de génocide, qui était victime de génocide après. Ce moment-là, je me rappelle comme peu de moments de ma vie, je sais que il y avait quelque chose, il y avait un moment, je suis pas du tout religieux, comment dire, je crois beaucoup à l'être humain, mais c'est déjà beaucoup. Mais j'ai ressenti quelque chose pendant que je regardais cette fille, j'ai ressenti comme moi j'étais plus moi et cette fille n'était plus. Elle était moi et moi j'étais elle. C'était un vrai moment de connexion. Le mot compassion, c'est pas assez. C'est pas compassion, c'est pas avoir la peine pour cette personne. J'étais avec cette personne, vraiment. Et j'ai donné mon regard à elle. Elle regardait moi et on était dans deux mondes très différents, mais en même temps on était vraiment ensemble. Et ce regard est sur l'image, et on voit ça sur l'image. Oui. Et du coup, la caméra est devenue quelque chose comme un appareil qui nous lie, et pas qui nous sépare. Pendant que j'étais avec cette fille, j'ai posé la question, honnêtement, comment tu vas? Elle a dit bien. Parce que
Elle allait bien. Ouais. Elle allait recevoir du lait de l'ONU. Imaginez ça. Il faut imaginer ça, c'est que comme si tu avais gagné dans la loterie, tu marches pendant des mois tout seul dans la jungle, et du coup il y a un docteur blanche qui te donne un biscuit. Ça y est, Et elle a dit bien, je vais bien parce qu'elle allait bien. Et ça, c'est encore plus épouvantable parce que dans le contexte du film, c'est insupportable en fait. Mais c'est encore une fois la force du cinéma, quoi. C'est la force du cinéma que le cinéma est capable de faire confronter tous ces sentiments et toutes ces réalités à l'épouvantail, mais c'est magique en fait. C'est la magie. Je me retrouve parfois dans la table de montage. J'essaye un truc et quand je vois ça, je me dis c'est incroyable. C'est incroyable. Et je regarde ça 10 fois de suite parce que je n'en reviens plus. C'est tellement incroyable que ça marche. Et le ciné, ou alors pas aussi. J'ai reçu une lettre d'un monsieur qui m'a dit Monsieur, moi aussi j'ai vécu à Monza, donc c'est la ville en question où j'ai tourné un film. Moi-même, j'ai mangé beaucoup de poissons et j'ai pas du tout vu la vie et la ville de la même manière que votre film. C'était un monsieur qui avait pas mal d'argent, effectivement il pouvait s'acheter des poissons et qui ne voyait jamais un cauchemar de Darwin. Jamais. Parce que cette ville, c'est une ville quelconque. Alors que moi, j'en ai sorti l'image, lequel m'était important. Parce qu'on n'arrive pas dans une ville comme ça, comme voyageur, et comme par hasard, on marche sur les carcasses de poissons. Non. Il faut les chercher. Ils sont cachés dans les montagnes. Ah oui. Or qu'eux, ils font partie de la réalité. Ce qu'on voit dans un village en Afrique, presque partout on rentre, on voit les gens souriants, en pleine forme, des poulets qui courent, des enfants qui courent, le soleil qui brille, un petit coin de marché avec quelques tomates. Bon, on ne sait pas qu'il y a personne n'a l'argent pour acheter les tomates, donc ils sont là depuis 3 jours, mais bon, il y a des tomates, donc on peut les acheter. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est les gens qui marchent en pleine forme dans la rue. Si on arrête une personne, on dit « Comment ça va ?» Il va dire « Bien ». « Comment ça va la famille ?» Il va dire « Oui, j'ai 17 frères et sœurs. Il y a 9 qui sont déjà décédés du sida. » Mais les 9, ce sont des fantômes, on ne les voit pas. C'est là. Mais ils font partie de la réalité, ils sont réellement morts. Et du coup, cette réalité invisible, au premier regard, on peut faire sortir avec un film. On peut parler d'eux, on peut discuter de ça, on circuler autour de ça, et du coup on comprend que ce qu'on voit, c'est pas forcément la réalité vraie. Elle n'est pas assez complète. Et donc, oui, ce qu'un vrai film recherché peut produire, c'est une image radiologique. Je peux voir une personne, mais à travers de ma caméra, à travers de mon regard, métaphoriquement, je peux voir à l'intérieur de cette personne. Je peux voir son âme, je peux voir ses intestins malades, métaphoriquement parler, quoi. Oui. Et c'est... je pense, en France, ça va, parce qu'en France, on a une culture de regard cinématographique. Il y a d'autres pays où on n'a pas encore cette finesse de regard. Pas encore. Il y a, en France, presque personne m'a dit oui, ton documentaire c'est trop poétique, ça explique pas assez, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de preuves et tout ça. Il y a des gens qui ont dit ça, mais très 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 peu. Parce qu'on comprend que c'est un travail cinématographique. Et on parle des armes, mais pourquoi on ne voit pas les armes dans les avions ? On ne voit pas les armes parce que je ne voulais pas les montrer. Ça serait trop facile.
Je me suis dit, c'est beaucoup plus intéressant de voir le visage du monsieur qui dit, moi je transporte des Kalachnikov. Et si on veut voir des armes, on peut regarder sur CNN, on les voit tous les soirs. Il n'y a aucun problème. Et pourquoi remplir mon petit film avec cette connerie-là? Oh non, c'est pas la peine. Et c'est pas non plus à moi de faire la démonstration de preuves comme quoi il y a une guerre au Congo. Quand même pas. C'est ridicule. Il faut se dire, on est d'accord qu'il y a une guerre au Congo. Et on est d'accord que c'est pas Air France qui amène des armes. On est d'accord. Alors qui c'est? Alors c'est mes amis les Russes. Et les voilà. Et à ce moment-là, c'est pas la peine de montrer les caisses avec les bombes. Et j'aurais pu le montrer, il n'y a aucun problème. Je les ai filmés d'ailleurs, je ne les ai pas mis dans le montage. J'ai tourné 200 heures de rush pour ce film. Et le film dure 2 heures, donc c'est 1%. Donc 99%, on ne voit pas. Moi, je travaille avec une monteuse de grand talent, c'est Denise Vinnevogel, elle est belge. Et ce qui se passait, comme j'ai fait avec les personnages de mon film, aussi avec Denise, avec ma monteuse, j'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup raconté, sans forcément lui montrer les images. Je dis ce que j'ai vécu. Donc elle a essayé en gros de remplir avec sa grande maîtrise de monteuse, de remplir mon histoire que je viens de raconter, que je voulais aussi raconter avec les images, évidemment. Je lui proposais des trucs. J'ai dit, voilà par exemple les aviateurs russes, je veux qu'au début du film, ils passent comme des imbéciles, comme des gens horribles qui boivent avec les putes, machin. Et voilà, la scène dans le café où la fille essaie de chanter, il l'interrompt sans arrêt, Tanzanie. Et je veux que petit à petit, dans le film, ces personnages deviennent des personnes qui nous sont un peu proches. Et en même temps, plus qu'on les connaît dans le film, plus on apprend que le système duquel ils sont auteurs, donc ils volent avec les Kalachnikov, est mortel. Mais une fois qu'on a une vraie passion pour une histoire, pour un récit, ça devient très facile de trouver des moyens de cinématographique avec le film d'y arriver. C'est très facile, parmi toutes ces images que je viens de tourner, de trouver une scène où les Russes sont brutales, après une scène où ils sont un peu plus humains, et après à la fin ils sont très, très sympas. Alors que, en ce moment-là, ils nous disent oui, mais je transporte des armes. Mais la base de ça, c'est une idée. Et avec les moyens du cinéma, on peut presque tout faire, en fait, en condition qu'on a une idée. Pour revenir au métier un peu de cinéaste, je dis ça souvent et on me demande comment tu peux vivre avec ça. Comment tu peux vivre et survivre ce type de réalité, ce type d'image. Et la réponse est très simple. Je vis avec ça parce que pas seulement j'ai l'impression de ce monde-là, mais j'ai aussi un moyen d'expression. C'est mon métier. Et c'est énorme, c'est un énorme privilège. J'ai été en Tanzanie, j'ai vu ça, mais je te montre que Eric, voilà ce que j'ai vu. Et du coup, tu fais partie de cette réalité et je sais que je ne suis pas du tout seul, quoi. Parce qu'on partage. Parce que de toute manière, c'est pas la guerre du Congo, c'est pas mon problème, c'est notre problème. Et quand je suis dans une salle de cinéma avec 500 personnes, qui n'arrivent plus à respirer parce qu'ils viennent de voir un truc que moi j'ai vu il y a un an, à ce moment-là, je sais que ça valait le coup parce que c'est la plus belle chose du monde, c'est le partage finalement. Ouais. Le vrai but de ce film, c'était de faire démarrer une vraie réflexion, quoi. Faire réfléchir. Et c'est déjà faire quelque chose. Parce que les gens me disent qu'est-ce que je peux faire. Oui. La première réponse, c'est utilise ta tête. Commence à réfléchir. Et après, tu vas trouver. Moi, je ne vais pas dire va voir mon film et après, il faut donner de l'argent pour Amnesty International, il faut aller chez Greenpeace. On peut faire ça, tout ça. C'est très noble. Mais moi, je ne propose pas ça. Je ne vais pas proposer ça. C'est à chacun de nous de voir. Il y a plein de trucs à faire, plein.
Il a plein de solutions aussi. Sauf moi, je ne les donne pas. Moi, je donne la gueule du problème. Voilà.